Bonjour et bienvenue à la dernière critique exigeante de 2021. Et je poursuis ma tradition, c'est-à-dire que je fais un retour sur les jeux vidéo que j'ai joués cette année. Précisons-le, c'est pas forcément un top ou peu importe des jeux sortis en 2021. En fait, je pense que tous les jeux auxquels j'ai joué cette année ne sont pas sortis en 2021. Donc c'est juste les jeux auxquels j'ai joué, je donne mon avis. Par contre, certains jeux ont eu droit à leur propre vidéo, tant il y avait des trucs à dire sur le sujet, donc je vais pas forcément m'étaler à nouveau en longueur là-dessus, peut-être juste revenir sur est-ce que mon opinion a changé depuis le temps. Donc, allons-y dans l'ordre chronologique auquel j'ai joué à ces jeux-là. Donc, l'année 2021, c'est commencé sur le fait qu'un ami m'a passé sa Xbox One. Et à l'époque, pour 2$, tu pouvais avoir les Game Pass pour 3 mois. Donc, honnêtement, à ce prix-là, tu réfléchis pas trop et tu le fais. Et donc, j'ai pu m'essayer à un jeu que j'avais entendu parler beaucoup en bien. Ori and the Will of the Wisp, qui est le deuxième de cette franchise-là. Deuxième, pourquoi j'ai pas pris le premier? Ben, je savais que le deuxième était très bien coté. Donc je me suis dit, bon, ben ils ont juste amélioré la formule, donc je devrais passer un meilleur moment là-dessus. Et d'emblée de jeu, le problème avec ce jeu-là, c'est que j'ai joué à Hollow Knight avant. Les deux jeux sont des Metroidvania, même si, bon, moi j'appellerais carrément plus ça maintenant Hollow Knight Vania, tellement je trouve que Hollow Knight a su transcender le genre, représente vraiment une référence. Et bien que les jeux sont tous les deux des Hollow Knight Mania, ils sont quand même différents, hein. Ori and the Will of the Wisp est un peu plus féerique, semble davantage plus dédié à un public de peut-être 5 à 12 ans, 14 ans. C'est général, mais c'est plus vers cet auditoire-là. Alors que Hollow Knight est un univers qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus macabre. Donc, ils sont différents, mais au final, au niveau du gameplay, c'est quand même, comment dire, le même genre de jeu, et Hollow Knight est supérieur. Mais elles sont assez concentrées sur Ori and the Will of the Wisp. Donc, au niveau graphisme et tout là, c'est hyper beau, les jeux de lumière sont incroyables, et même parfois trop, faisant en sorte que parfois la lisibilité n'est pas incroyable, surtout entre ce qui est le premier plan et l'arrière-plan, faisant en sorte que pour certains boss, par exemple, la hitbox n'est pas clairement définie, donc un peu de frustration qui peut découler de ça. C'est un joli spectacle, mais qui nuit malheureusement, je trouve, un peu au gameplay. Aussi, il y a le monde à découvrir, et c'est là qu'il y a un problème, je trouve, c'est que le gameplay est un petit peu moins bien huilé, justement, que dans Hollow Knight, dans le sens où, vu les capacités qu'on a, parfois on est capable de se rendre dans une zone qui techniquement on ne devrait pas être capable de, en persévérant un peu. L'enjeu c'est que forcément, plus tard on se rend compte que on n'était pas censé être là et qu'il faut donc rebrousser chemin. Et le problème que ça enclenche à mon avis, c'est que parfois il y a des séquences qu'on n'y arrive pas, puis on se dit peut-être que c'est parce que j'y arrive. Je suis capable, mais je suis pas encore assez bon. Donc on se retente pour découvrir que oui, on était capable de, ou en fait non. Donc, il y a ça qui, dans la découverte du monde, me chipotait un peu. Aussi, le système des quêtes n'était pas hyper intuitif, je trouvais. Savoir quelle quête, où aller, ça aurait pu être plus clair, je trouve. Aussi, il y a des quêtes qui sont vraiment assez inintéressantes, je trouve, comme par exemple faire des speedruns. Et c'est là qu'il y a une différence majeure avec Hollow Knight, si on veut, c'est que là-dedans, il y a vraiment plus un côté acrobatique. Et qui parfois est très bien. Par exemple, il y a des combats contre les boss qu'on peut littéralement continuer à se battre dans les airs tout en ne volant pas, hein, c'est avec la propulsion, pendant plusieurs dizaines de secondes, ça peut quand même être assez grisant. Ça c'est bien, vraiment c'est, je trouve, la plus grosse force du jeu. Mais au niveau du gameplay en général, c'est un peu en décode de Hollow Knight, premièrement à cause que le jeu de lumière fait que c'est un peu plus imprécis, mais aussi parce que c'est pas un jeu qui est très difficile. Il n'y a pas non plus des tonnes de boss. Il y a différentes possibilités de gameplay, hein. On peut acheter des pouvoirs, les améliorer, mais avec pratiquement la base qu'on a, c'est-à-dire les coups normaux, la portée naturelle supérieure qu'on possède, fait que le jeu est pas très dur. À la limite, je pense qu'il y avait l'arc à flèche. L'arc à flèche, il n'est pas boosté de mémoire, c'est moins efficace qu'y aller avec la base de ce que le jeu nous offre. Donc, on dirait qu'il y a moins incitatif à vouloir découvrir ces autres avenues de se battre-là, tant elles semblent être présentes, mais pas avoir été, je pense, suffisamment été mise en valeur pour qu'elle soit intéressante. Donc, il y a ça. Et pour finir, l'histoire, elle est bien. Par contre, encore une fois, si on compare à Hollow Knight, c'est un peu très... C'est facile à comprendre. Tu finis l'histoire, et oui, il y a quand même des parts plus sombres, plus grises dans le récit. Hein. Savoir que le méchant, s'il est méchant, c'est à cause d'un passé malheureux, donc il est plus victime d'un système que juste « Ah, je suis méchant pour être méchant ». C'était bien. Mais n'empêche qu'une fois que tu as fini l'histoire, tu comprends tout de A à Z. Il n'y a pas vraiment d'incitatif de rejouer. Alors que dans Hollow Knight, il y avait beaucoup plus de mystère. C'était un peu plus riche. On ne donnait pas tout cul dans le bec.
Donc vraiment, je regrette pas d'y avoir joué à Ori and the Will of the Wisp. Mais au final, quand j'y jouais, j'avais juste le sentiment de me dire ouais, ben, je préférais jouer à Hollow Knight, c'était meilleur que ça. Donc, si vous n'avez pas joué à Hollow Knight, ben, je vous le conseille. Je pense que vous allez passer un bon moment devant. Mais sinon, jouez-y après ça à Hollow Knight, assurément. Si vous jouez à Hollow Knight, c'est à vos risques et périls, honnêtement. Ensuite, j'ai joué à Nier Automata, donc j'ai fait une vidéo sur le sujet, jeu qui m'a grandement déçu. Et mon opinion n'a pas changé à ce niveau-là. Je trouve toujours que c'est la grosse tâche dans le portfolio de Platinum Games. Je peux comprendre relativement l'engouement, mais en même temps, ça me faisait chier jouer. Donc finalement, je comprends pas non plus, parce que c'est juste pas tant plaisant le jeu y jouer. Encore une fois, c'est un bon concept, mais je trouve mal exploité. Ensuite, j'ai enchaîné avec South Park de Fractured But Whole. J'avais déjà joué au premier opus, que j'avais bien aimé, et j'avais des réticences initiales par rapport à cette suite, parce que l'idée de changer le modèle de combat, c'est-à-dire que c'est plus du RPG très classique, hein, c'est-à-dire qu'on est sur des cases où les personnages peuvent se déplacer, mais que c'est encore du tour par tour. J'avais peur, mais finalement, c'est bien. Avec le fait que les pouvoirs, justement, utilisent le fait qu'ils frappent, par exemple, parfois en diagonale, parfois en L, parfois en ligne droite, ben c'est intéressant. Et d'ailleurs, parlons du plus grand point fort de ce jeu-là, je trouve, c'est le fait qu'en tant que héros, les différentes combinaisons de pouvoirs sont réellement impactantes. Il n'y a pas clairement un assemblage de pouvoirs qui est plus pété et que le reste est mauvais, non. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Et à ça, on ajoute les différentes possibilités de groupage de héros qui nous accompagnent, faisant en sorte que c'est vraiment là, je trouve, la force du jeu, avec tous ces assemblages-là qui donnent une replay, une rejouabilité supplémentaire de ces différentes combinaisons. Donc là-dessus, c'est très bien. Et malheureusement, c'est un peu le. C'est là que ça s'arrêterait. Ça se veut être la suite très directe du premier opus. On a littéralement le même personnage d'une certaine façon. Ça peut peut-être laisser ceux qui n'ont pas joué au premier un peu sur la touche. C'est un peu dommage peut-être à ce niveau-là, mais à un moment donné, il faut assumer qu'une suite est une suite. Faut pas être fâché que la suite acte comme une suite. Mais au final, l'enjeu, c'est que bon, c'est la même carte de South Park qu'on connaît bien. Ça aurait pu être nos héros qui partent ailleurs dans le monde. Ça aurait changé un peu la carte. Également, il y a aussi des quêtes qui nous rappellent d'anciennes quêtes. Hein. On se souvient que dans le premier opus, il fallait trouver des Shin Pokémon. Ben ici, il faut trouver des portraits de Yaoi, de Twig et Craig. Donc des quêtes de trouver des objets. C'est pas... le faisant en sorte que le jeu n'est pas aussi neuf, je pense, qu'il aurait pu l'être. Et au niveau de l'histoire, c'est pas aussi non plus aussi éclaté que je pense ça aurait dû l'être. Notons d'ailleurs que le combat final est à mon avis moins enlevant que le pré-combat final, ce qui est un gros problème. Mais la plus grosse star du jeu, c'est vraiment tout l'aspect RPG d'une certaine façon. On peut monter de niveau, et ce que ça nous donne, c'est la possibilité d'équiper davantage d'accessoires, mais ces accessoires-là, différents, au final, du ressenti que j'avais, on dirait que ça donne un avantage de l'ordre de 2 à 5%. C'est-à-dire que c'est pas à travers ces objets-là que tu sens que tu es vraiment rendu plus puissant, c'est davantage dans des choix stratégiques. Et c'est là que je trouve ça dommage. D'autant plus que de mémoire, ça va jusqu'au niveau 10, tu peux continuer au-delà de 10, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a donc pas l'intérêt à aller au niveau 10, faisant que le jeu n'a pas une très forte rejouabilité à ce niveau-là. Et qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt non plus à trouver les objets, tant je trouve pas qu'ils font une différence au niveau de la puissance. Habituellement, c'est censé être grisant, se dire comme haha, on est rendu puissant, temps de passer au stade supérieur. Pas tant ici, je trouvais. Donc au final, je regrette pas d'y avoir joué, mais comme beaucoup de jeux dans cette liste-là, je demeure un peu déçu. Et continuant dans la voie de la déception, un jeu culte que j'ai enfin pu m'essayer, Undertale. Et ben, je le redis, j'ai été grandement déçu. J'ai tellement pas aimé le jeu que je l'ai pas terminé. Honnêtement, c'était juste trop chiant. Je me suis dit, à un moment donné, faut que j'arrête. Si j'ai pas de plaisir, faut que je repose le tout, ça sert à rien de poursuivre. Donc allons-y. Undertale, je peux comprendre pourquoi il y a un certain engouement là-dessus. L'idée que nos choix de laisser en vie ou non des personnages fait en sorte d'altérer la fin. Il y a vraiment plusieurs fins différentes, si je ne me trompe pas. C'est bien. D'autant plus que parfois le jeu a une ambiance qui peut vraiment être très malsaine. Hein? Notamment quand on fait quand on décide de tuer tout le monde. Notre personnage a littéralement l'air d'un psychopathe, d'un serial killer. C'est vraiment très jouissif à voir. Et c'est là le problème. Un bon concept, mais je trouve que l'exécution est vraiment à la ramasse. Au début, j'ai essayé de faire une Pacific Run, c'est-à-dire que techniquement, je tue personne. Et le problème, si on veut, c'est que ça fait en sorte que chaque ennemi est un puzzle différent. Il faut réussir à trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour pas le tuer. Est-ce que c'est essayer de fuir puis que ça marche? Est-ce que c'est essayer de parler, de faire telle affaire? Et c'est vraiment un puzzle. À la limite,
C'est carrément, faudrait essayer de fuir 3 fois de suite, et bang, c'est comme ça que cet ennemi-là, fallait réussir à le pacifier, pas le tuer. Faisant en sorte que, mais c'est du essai-erreur, bref, que Shadow Gaming est un puzzle, et que c'est un juste, je trouve, long et chiant, genre, amené comme faut. Tu persistes à esquiver les attaques, bon, ben j'ai pas encore réussi à trouver à comment faire, et je pense que pour un certain ennemi, il faut littéralement lui taper la gueule, et c'est lors qu'on peut le tuer que là, on fait quelque chose, et que là, bang, il est épargné. C'est un peu contre-intuitif de me dire qu'il faut que je passe par la violence pour être pacifique. Donc, c'était un peu un casse-tête. Il faisait en sorte que, honnêtement, je me disais, bon, ben, ok, je vais aller voir sur YouTube pour voir comment faire. C'était un peu chiant, honnêtement, je trouvais. Et de l'autre côté, si on se dit qu'à la place, ben, on tue. Oh, regarde. Et ça aurait pu être ça mon approche, hein, c'est-à-dire que quand je réussis à pacifier quelqu'un facilement, parfait, il est pacifié, et sinon je tue. Mais l'enjeu, c'est que tuer, c'est pas plus intéressant. Hein? C'est-à-dire qu'il y a finalement cette barre et qu'il faut juste appuyer au bon moment. C'est ça pour tous les adversaires. Appuyer au bon moment. Je comprends que c'est un jeu qui a Kickstarter et qui veut aussi imiter les jeux 16 bits, donc forcément, on peut pas s'entendre avec peut-être quelque chose d'hyper complexe, mais c'est d'une redondance incroyable. Et aussi, on peut ajouter que parfois l'histoire, elle se veut, je pense, être drôle ou juste chiante drôle, et au final, ben, c'est chiant justement, donc Undertale, pour moi, c'est vraiment un jeu que je regarderais quelqu'un jouer sur YouTube. Lui se fait chier, moi j'apprécie l'histoire. C'est comme ça que moi je l'entends. J'ai pas eu de plaisir à jouer. Le système, en plus des objets, est, comment dire, assez du pauvre. Ça rappelle beaucoup Earthbound, bien évidemment. Donc, vraiment, non, il n'y a pas grand incitatif pour moi. Encore une fois, je comprends il y a un beau potentiel. C'est au niveau de l'exécution que je trouve que ça s'est planté allègrement. Donc, malheureusement, moi, j'ai pas trippé. Je regrette d'avoir joué à ce jeu, honnêtement. Même si j'ai quand même, je pense, arrêté assez tôt, j'ai quand même persévéré plus que j'aurais dû. Ouais, bref, pour moi, c'est pas un bon jeu, mais je comprends que ça puisse avoir marqué. Ensuite, dans cette année, j'ai joué à No More Heroes 3. J'ai une vidéo dédiée à ce sujet-là. Mon avis n'a pas changé par rapport à l'opus. Je suis toujours très content d'avoir acheté le jeu, très content d'y avoir joué. C'est un gros délire. Je demeure quand même déçu par contre. Le jeu aurait pu facilement être bien meilleur. Ensuite, pour avant-dernier jeu de cette liste, c'est Paper Mario The Origami King. Je connais la série beaucoup plus de surface. J'ai joué un peu, mais pas beaucoup, au premier opus sur Nintendo 64 et j'avais quand même vraiment bien aimé. Puis, ben, je sais pas jamais touché à un seul opus. Je sais que je pense que depuis les 3 derniers, il y a une nouvelle tendance qui s'installe, c'est-à-dire que la série devient de moins en moins un RPG et davantage un jeu d'action-aventure. Origami King poursuit dans cette, à mon avis, mauvaise décision. Donc, allons-y d'emblée de jeu. Le jeu a beaucoup d'idées et beaucoup de qualités. Hein, il y a des épreuves de force à certains moments donnés qui sont assez originales. Il faut appuyer par exemple au bon moment avant de se faire écraser. C'est une idée intéressante. Il y a aussi les mini-jeux quiz. Où est-ce que je suis rendu en ce moment? J'ai pas encore fini le jeu. Qui sont agréables. À un moment donné, il faut découvrir l'océan un peu à la Wind Waker. C'est bien, vraiment, il y a beaucoup de bonnes idées. Le problème, c'est que la mécanique de base du jeu, si on veut, les combats, où on est comme dans une espèce de cercle et qu'on peut déplacer nos adversaires de façon à optimiser nos attaques, c'est pas intéressant. C'est un peu des casse-têtes qui sont limités dans le temps. Parfois, on nous laisse 1 minute, 120 minutes. Donc, c'est pas beaucoup de temps pour réussir à trouver le tout. Mais encore, si se casser la tête pour arriver à ses fins avait une réelle récompense à la clé, ça serait intéressant. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de niveau à monter dans ce jeu-là. Tout ce qu'on a, si on veut, c'est acheter des meilleurs accessoires. Pour ce faire, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut faire des combats. Mais les accessoires ont une durée de vie limitée. Et ainsi, en les utilisant dans les combats, ben, ils visent à se briser. Un peu à la Breath of the Wild. C'est juste que puisqu'on peut acheter genre 3 millions de marteaux et les avoir en stock, l'intérêt est vraiment moins là, à mon avis. Ça aurait été ô combien plus intéressant que il faut découvrir le monde pour trouver des meilleurs objets, s'en équiper, et voilà. Ou qu'un commerçant va vendre un seul objet et on fait des efforts pour avoir l'argent pour s'en équiper, mais pas vraiment. L'argent coule à flot quand même dans ce jeu-là, malgré toutes les tentatives de nous faire perdre notre argent, des personnages qui viennent voir « Hey, veux-tu cet objet collectible pour 10 000 pièces? » Ben oui, j'ai tellement d'argent que c'est pas un problème. Et au final, faisant en sorte que les combats, puisque les faire ne fait que te donner plus d'argent et que ça apporte pas grand-chose, on tente de les éviter le plus possible. Ce qui, à mon avis, est un gros problème. Hein, un RPG, ce qui est grisant, c'est la montée de niveau, sans dire qu'on est plus puissant qu'au début. C'est pas vraiment présent dans Paper Mario. Puis, de ce que je comprends, c'est pas présent depuis les 3 derniers opus. Donc, je peux pas vraiment dire à ce dernier que c'est... En fait, c'est le même problème qui se répète. Et je trouve ça dommage parce que il y avait la série Mario et Luigi qui était un petit peu la série RPG
hein, de Nintendo, mais le studio qui s'en occupait a fait faillite. Donc pour l'instant, il n'y a pas de relève à ce niveau-là. Donc ça aurait pu être une belle occasion que Paper Mario retourne à ses racines, c'est-à-dire qu'il y a d'éléments d'RPG. Parce que je le dis, il y a des bonnes idées, c'est juste que l'élément principal du jeu, les combats, c'est juste pas intéressant parce que il n'y a pas de récompense à la clé. Ça sert à rien de faire ces combats-là. Autant essayer de fuir, on va gagner en temps. Quand les combats sont littéralement juste réellement que là pour allonger la durée de vie du jeu, c'est un peu triste. On peut parler aussi des combats de boss qui sont quand même bien, là, il y a plus de complexité. C'est quand même dur par exemple de perdre honnêtement parce qu'il suffit de donner de l'argent pour se faire soigner. On peut se soigner. Sur la map elle-même, on peut se soigner. Donc vraiment, c'est dur de perdre, je trouve. C'est souvent plus des longs combats qui peuvent prendre de 10 à 15 minutes des fois pour réussir à trouver comment se rendre au boss et le blesser. Mais somme toute, c'était quand même des beaux défis. Hein? Juste dommage encore une fois que il y a un boss mode qu'on pourra refaire plus tard, mais qu'au final, c'est pas de tester si on est devenu meilleur avec des objets, c'est juste tester si on comprend mieux comment se rendre rapidement au boss pour le vaincre. Ce qui est louable en soi, mais tu sais, habituellement, hein, dans un RPG, ça serait les deux éléments. Hein. On comprend mieux comment battre le boss, mais on est aussi plus fort. Ici, c'en est juste un sur deux, je trouve ça un peu dommage. Donc, je regrette pas d'avoir joué au jeu, simplement que la série, à mon avis, elle est en perte d'identité et elle a besoin de revenir à ses sources. Mais j'ai pas l'impression que ça va se passer parce que probablement que le jeu s'est bien vendu, comme Pokémon. Et pour finir, cette année, j'ai adhéré au PlayStation Now, qui permet dans le fond via de streamer des jeux PlayStation sur son PC, ce qui est une très bonne, ce qui est une belle avenue pour moi n'ayant pas de PlayStation 4 et qui n'est pas un ordi très puissant, donc juste streamer quelque chose qui joue ailleurs, c'est possible pour moi. Donc c'est intéressant. Par contre, je vais toujours dire le gros bémol là-dessus, il faut comprendre qu'on ne possède pas ces jeux-là. Donc par exemple, ce que je vais vous parler c'est Bloodborne. S'il est enlevé du service, voilà, je n'ai plus accès à rien du tout. Mes sauvegardes sont disparues. Et même hein, quand je ne paierai plus l'abonnement, probablement que ma sauvegarde va disparaître. Donc si je veux reprendre le jeu plus tard, ça va être impossible. Mais bon, n'empêche que c'est quand même une solution qui existe, qui est intéressante, mais qui, à mon avis, ne devrait jamais remplacer le fait de posséder une console et le jeu. Donc je connaissais la série des Souls, des jeux de From Software. J'ai joué quelques fois, mais là c'est avec Bloodborne la première fois vraiment que je possédais le jeu, que j'ai pu le faire de A à Z. Et Bloodborne, un des premiers jeux sur PlayStation 4, mais quelle claque, honnêtement. C'est presque triste, en fait, encore une fois, de se dire que on a commencé en force, puis après coup, cette génération-là n'a pas vraiment réussi à faire mieux. Bloodborne est super intéressant parce qu'il y a un côté un peu plus nerveux. Les combats sont plus dynamiques dans un Souls, parce qu'on pouvait bloquer, généralement, il fallait attendre que l'adversaire attaque pour le blesser. Ici, l'idée qu'en étant blessé, on peut, dans une fenêtre d'ouverture, taper l'ennemi pour se soigner, ça rend forcément les coups beaucoup plus nerveux. On peut également contrer les attaques des adversaires en les désarmant, si on veut, rendant vraiment les affrontements plus nerveux. On peut aussi souligner le fait qu'il y a vraiment une grosse panoplie d'armes qui offre des styles de combat très différents. Personnellement, moi je trouve que la hache, à travers sa portée, ça fait diablement le café. Mais avec mon deuxième personnage, j'utilise la Sauce Spear, qui est quand même bien, mais je la trouve globalement moins efficace. Mais je me la joue plus sorcier, ce qui est aussi une autre différente façon de jouer. Un peu dans ce qui était possible de faire dans les Souls. Donc assurément, là-dessus, c'est très bien. Le monde, justement, on a des intérêts à le découvrir pour trouver des nouvelles armes, des nouveaux trucs. Ça, c'est très bien. Il y a beaucoup de combats de boss. Peut-être pas autant que j'aurais souhaité qu'il y en ait, mais il y en a quand même beaucoup. Par contre, je vais soulever le fait que la difficulté, parfois, je la trouvais... C'est un petit peu facile. Il y a des boss comme par exemple Amelia Victor. Je pense que je l'ai vaincu de deuxième essai. Ce qui, à mon avis, est un peu trop facile. De la même façon, The Rum the Spider est pas très dur non plus. Donc, il y avait ça. Parce que parfois, des boss sont très très durs. Je pense par exemple à Faster Cascong. Ça peut être potentiellement le premier, voire le deuxième boss du jeu. Et c'est, à mon avis, dans le top 3 des plus difficiles. Parce que il est à apparence humaine, donc plus rapide, capacité de nous toucher à distance, donc vraiment très dur, et pourtant c'est un des premiers boss. Donc il y a peut-être la difficulté qui est un peu trop comme ça, qui m'a un petit peu déçu à ce niveau-là. Aussi, pour les boss difficiles, il y a Logarius qui était aussi très dur, Briesta, et bien évidemment Gurman à la fin, qui m'a bien fait baver. Donc vraiment, c'était la première fois que j'avais une expérience de Souls, c'est hyper bien. On peut aussi soulever la présence du mode de multiplayer avec les calices, qui c'est un peu un donjon où on va juste farmer pour trouver la meilleure gemme. Cet aspect-là me rebute un peu plus, mais à travers les donjons, il y a des boss qu'on ne voit pas dans le mode histoire, donc
il y a là un intérêt réel à les faire. Et aussi la présence du multijoueur qui est agréable. Bien que la mécanique est un petit peu chiante, c'est-à-dire que on se rencontre avant la zone du boss, on la parcourt, rendu au boss, on l'affronte, puis après coup, ben, notre allié disparaît et il faut le réinvoquer à nouveau. Ça ralentit beaucoup le rythme, honnêtement, c'est un peu chiant. Bien que j'apprécie l'idée qu'on consomme des trucs de lucidité, ainsi donc, on peut pas invoquer du monde et juste mourir. À un moment donné, on pourra plus le faire. Faut quand même y aller avec parcimonie d'une certaine façon, mais au final, non. Parce que si tu connais le jeu, honnêtement, j'ai tellement de lucidité qu'on pourrait échouer 50 fois un boss, il n'y a pas de problème. Et ça n'arrivera pas parce que, à deux, ce jeu est vraiment beaucoup plus facile. Parlons face au casse-cogne. Honnêtement, là, seul, je ne l'ai pas encore vaincu à la Royale, on y reviendra. Mais à deux, c'est juste, on victimise ce boss-là. C'est juste dire à quel point. Donc, le principe de payer des lucidités pour avoir un joueur avec soi, je comprends pas trop l'intérêt. Ça ralentit juste le tout. C'est dommage, à mon avis. Et parlons maintenant du plus gros défaut du jeu. En fait, allons dire que le plus petit et le plus gros à la fin. Donc, j'aimais beaucoup Bloodborne parce que je trouvais que l'histoire était, on dirait, plus présente que dans un Dark Souls. Et c'est le cas, mais elle est quand même beaucoup en retrait. Elle est facilement manquable. Il y a beaucoup de quêtes secondaires que j'ai manquées parce que je savais pas qu'il fallait que j'aille à telle place après avoir battu tel boss. C'est-à-dire c'est une zone que j'avais conclue. Pourquoi j'y reviendrais? Donc, au moins, ça offre une raison de rejouer au jeu pour justement ne pas manquer ces quêtes secondaires-là. C'est bien, mais en même temps, faut le savoir, hein? Mais véritablement, pour moi, le plus gros problème du jeu, c'est l'intelligence artificielle des ennemis qui est parfois à la ramasse. Et justement, allons-y avec Fighter Coscon, que je n'ai jamais vaincu à la loyale. Parce que le jeu, l'environnement où est-ce qu'on est, ben, c'est facile de se placer derrière quelque chose et lui, il comprend pas qu'il y a un obstacle entre lui et nous. Et continue d'attaquer, manquant ses attaques, et nous, on le frappe à travers le mur. C'est un peu ridicule. C'est un peu dommage qu'on peut cheese the game, comme on dit en anglais à ce niveau-là. Et parfois, ça se retrouve ailleurs, des ennemis qui sont un peu coincés dans le décor et qui savent pas trop comment contourner pour venir nous taper dessus. Je trouve ça dommage. La série des jeux From Software sont reconnus pour être difficiles. Donc, avoir l'alternative de pouvoir vaincre le jeu à la déloyale comme ça, je pense que ça aurait dû être patché. Je sais pas comment, mais on s'arrange pour que l'ennemi puisse pas juste être bloqué comme ça et qu'on gagne et qu'il pourra jamais nous porter un coup. Mais n'empêche que Bloodborne, c'est, je pense, le meilleur jeu que j'ai joué cette année. Belle expérience, vraiment. Là. Bloodborne, No More Heroes 3. Puis après coup, je sais pas, mais clairement, à la fin, ça va être, je pense, Undertale, suivi de Nier Automata. Deux jeux qui... ouais, j'ai pas eu beaucoup de plaisir. Donc, c'était mes jeux de 2021. En 2022, j'ai encore le PlayStation Now pour un an, donc beaucoup de jeux que je vais essayer. Il y a d'ailleurs Nioh qui me fait beaucoup de l'œil. Donc, ça va être ça. Donc, si vous avez un avis particulier à me dire sur les jeux que j'ai nommés, ben faites-moi en part, ça va être un plaisir de débattre avec vous. Et vous pouvez également me faire part des jeux vidéo que vous avez essayé cette année. Peut-être me convaincre de m'essayer à tel titre, ou peut-être d'éviter tel titre, hein. C'est toujours apprécié de pas avoir à se salir les mains. Donc, comme toujours, merci d'avoir regardé au courant de toute cette année. Je vous dis donc à la prochaine critique exigeante qui sera en 2022 et qui portera sur le manga Spy Family que j'ai commencé récemment et qui est fort sympathique, donc ça va être l'occasion d'en faire une review. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, propager la bonne nouvelle et je vous dis à la prochaine critique exigeante.